nouvelle séquence consacrée pour ce second plateau à une thématique innovante que l'on a intitulée « Accompagner et défendre ». Alors, accompagner et défendre effectivement les collectivités, les communes, les maires en particulier. Quelles sont les initiatives et les propositions de l'Association des maires de France, de l'AMF? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sa secrétaire générale, Muriel Fabre, que vous présentera Monsieur le Président Dumas dans un instant. Et nous allons aborder, vous allez le voir, 4 thématiques qui nous semblaient constituer des éléments forts du bilan à mi-mandat finalement. On va parler de fonction publique et notamment de la question des secrétaires de mairie. On va parler également de ruralité, sujet qui en Corrèze effectivement s'impose de droit. On parlera également finances locales et enfin, pour conclure, on évoquera la question de l'intercommunalité. Sans entrer dans le débat, je laisse la parole à Jean-Jacques Dumas, président de l'ADM 19. Monsieur le Président, c'est à vous. Eh bien, l'ADM 19 est particulièrement heureuse d'accueillir Muriel Fabre, qui représente aujourd'hui l'AMF. Effectivement, Muriel Fabre est secrétaire générale depuis 2 ans de l'AMF. C'est une toute jeune élue, puisqu'elle a été élue en 2020 maire de Lambertheim, une commune proche de Strasbourg. Elle est en même temps vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et donc maintenant secrétaire générale de l'AMF. Muriel, nous sommes très heureux que ce soit elle qui représente l'AMF parce que l'AMF, c'est un partenaire étroit avec l'ADM 19 et je dirais que l'ADM 19 ne serait rien sans l'AMF. En effet, l'AMF, qui est une structure avec environ 80 collaborateurs, a des spécialistes dans tous les domaines concernant la commune et les intercommunalités. Et notre association fait souvent appel aux compétences de l'AMF. D'autre part, l'AMF est notre représentant des associations départementales auprès des ministères, en particulier le ministère auquel nous sommes rattachés, les collectivités territoriales, le ministère de Madame Dominique Faure. Les contacts sont permanents et l'AMF essaie, par son action, d'influencer tous les textes qui sont rédigés concernant les communes. Et Muriel Fabre a en particulier participé beaucoup au texte en préparation sur les secrétaires de mairie. Elle a fait 26 propositions parce que, il faut vous le dire aussi, je pense, pour que vous connaissiez un peu mieux Muriel Fabre, c'est que avant d'être élue, il y a donc 3 ans, elle était DGS, elle a été DGS de plusieurs collectivités et donc elle connaît parfaitement le problème des secrétaires de mairie. Mais depuis hier au soir, j'ai beaucoup discuté avec elle et je me demande quel problème elle ne connaît pas. Donc nous allons l'interroger sur beaucoup de problèmes qui préoccupent nos communes, en particulier sur tous les problèmes des communes rurales, puisque 97% de nos adhérents sont, je le répète, sont des communes rurales, mais elle connaît parfaitement les problèmes de la ruralité et toutes les actions que mène l'AMF pour essayer de résoudre nos problèmes. Alors, bien sûr, vous me direz, mais ils y parviennent pas toujours, ça c'est certain. Mais ce qui est certain aussi, c'est que si on n'engage pas les discussions avec les ministères, on aura encore moins de chances d'y arriver. Et on a toujours espoir d'aboutir, et on aboutit quelquefois, et je remercie l'AMF pour tous les services qu'ils rendent aux communes, et vous pouvez être fiers, à travers l'ADM 19, d'adhérer à l'AMF. Alors je vais laisser la parole à mes collègues
qui vont poser des questions à Muriel Fabre. Et je pense qu'après, si l'heure n'est pas trop avancée, vous pourrez, dans la salle, poser quelques questions. Muriel Fabre devra nous quitter pas trop tard, puisque après elle prend l'avion pour rentrer à Paris, parce que demain elle a d'autres obligations. Alors merci Muriel pour l'aide que tu nous apportes, et merci d'être venu en Corrèze. Merci, Monsieur le Président. 4 thématiques, vous disais-je, en commençant par le sujet des ressources humaines, du personnel et notamment des secrétaires de mairie qui, semble-t-il, dans nos communes, posent un certain nombre de préoccupations en matière de recrutement. Donc, Monsieur Chassagnard, vous êtes maire de Laguenne-sur-Avalouse et surtout premier vice-président de l'ADM 19. Votre question sur le sujet. Oui, je voudrais revenir un petit peu en arrière en disant que l'ADM 19, il y a quand même des courroies de transmission entre l'ADM 19 et l'AMF au niveau des vice-présidents qui font partie des commissions. Et Muriel, je fais partie de ta commission et j'ai une présidente très dynamique qui est à l'écoute et qui se dévoue énormément pour apporter des réponses, pour aller chercher également des modifications par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer sur nos territoires. Donc c'est un ensemble au niveau national et il faut bien le souligner. Également, lorsqu'il y a des questions qui sont posées au niveau de l'association des maires de la Corrèze, on a un service à notre disposition au niveau de l'AMF qui, avec des avocats, avec des gens de compétents, et s'ils n'ont pas le renseignement, ils vont le chercher dans les ministères. Et toutes les communes, il ne faut pas qu'elles hésitent à venir vers nous parce qu'on aura toujours une réponse. Si on ne l'a pas, on ira la chercher et on transmettra à nos élus. En dehors de ça, eh bien oui, bien sûr, on a un déficit au niveau des secrétaires de mairie au niveau national. Il semblerait qu'à un moment, on parlait de 23 000, un déficit de 23 000 secrétaires de mairie. Donc il y a des actions qui sont menées sur nos territoires et notamment en Limousin par rapport à des formations qui ont lieu, notamment à la faculté de Limoges. Après, il faut un certain temps. Une secrétaire mairie, moi j'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit à Paris, et je le dis encore ici, c'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse avec des compétences très larges. C'est un binôme important entre le maire et la secrétaire de mairie, qui souvent supplée le maire et voire au-delà. C'est quand même quelque chose qu'il faut bien être, il faut être vraiment conscient de cela. Donc la secrétaire de mairie, elle n'est pas reconnue, à mon sens, à la fois dans le grade, dans la rémunération. Il est important que ces choses évoluent d'une façon significative par la rémunération, mais également peut-être par un changement de nomination ou d'appellation. Je ne sais pas exactement le terme qu'il faut prendre, mais tu sauras le faire mieux que moi. Et puis on en a discuté hier soir, déjà on sait un petit peu les choses et l'approche des choses. Et puis en face de ça, il y a quand même la démarche du national, je ne veux pas politiser, mais il y a la capacité de nos collectivités à pouvoir répondre également à la rémunération et à tout ce qui est décidé par le gouvernement. Et certaines fois, on a quand même certaines difficultés. Et moi, je pense que beaucoup de maires au niveau national ont reçu le message du président de la République en disant en fin de compte, on a supprimé, nous, on sait faire des économies, on a supprimé la taxe d'habitation, mais regardez, c'est les collectivités qui savent pas gérer. Elles augmentent la taxe foncière. Ben, c'est pas tout à fait comme ça, parce que quand on nous enlève une recette et qu'on nous met un financement qui est basé sur 2017, qui n'évolue pas, et notamment avec l'inflation, eh bien, les collectivités sont prises aux entournures, au cou même. Et comment on va répondre à ce qu'on trouve juste dans la rémunération de nos agents, l'évolution de carrière, et ça a été dit dans notre commission, c'est qu'il n'y a plus d'évolution de carrière classique et normale, et on est obligé de repenser les choses.
Je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait que nos technocrates au niveau national puissent comprendre les difficultés qu'on rencontre et peut-être nous apporter des solutions pour qu'on vive dignement et qu'on réponde à l'attente de nos agents. Merci, j'étais peut-être un peu long. Muriel Fabre, on entend effectivement les difficultés exprimées par M. Chassagnard du côté des propositions de l'Association des maires de France. Où en est-on ? Alors, je note 2 points en fait dans sa question, une problématique plus qui finalement a trait aux communes rurales, effectivement, la pénurie de secrétaires de mairie. Alors, j'ai rencontré nombre de collègues effectivement qui me disaient les difficultés aujourd'hui pour recruter, pour remplacer leurs secrétaires de mairie, et c'est un vrai défi qui nous attend face à aujourd'hui au départ en retraite de ces agentes, si vous me permettez, la féminisation, parce que rappelez que c'est un métier essentiellement féminin, plus de 80% aujourd'hui des secrétaires de mairie sont des femmes, elles travaillent aussi à temps non complet, donc la question de la rémunération est aussi au cœur bien évidemment des enjeux dans ce métier-là, et surtout vous rappelez que effectivement l'association des maires de France n'a pas oublié que le maire est aussi un employeur, et que cette casquette d'employeur, on se doit aussi de la défendre, à l'instar en fait de toutes les politiques publiques que vous menez au quotidien. Et effectivement, comme tu l'as souligné, nous travaillons en commission, nous travaillons en groupe de travail pour faire émerger des propositions, parce que la force de l'AMF, c'est d'être proactif par rapport effectivement aux décisions gouvernementales. Partie des secrétaires de mairie, effectivement, nous avons fait un groupe de travail en 2021 qui a conduit à 26 propositions en la matière. Pourquoi 26 propositions ? Parce que l'idée était simple. L'idée était de ne pas travailler dans le carcan que voulait nous donner la ministre, qui était essentiellement un carcan de rémunération et qui a débouché finalement à une augmentation de la NBI, mais vraiment de travailler sur une revalorisation de ce métier sur l'ensemble des axes, à savoir la rémunération, bien évidemment, la question de la dénomination, la question du statut, la question de la carrière, la question de la formation, la question de la mobilité. Aujourd'hui, il est indispensable de revaloriser ce métier. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui n'existe que dans les communes rurales de moins de 2000 habitants et qui n'existe que chez vous. Donc effectivement, on le sait, le lien qui unit le maire et son ou sa secrétaire de mairie est indispensable aujourd'hui pour faire fonctionner une collectivité. Sur ces 26 propositions, à peu près la moitié de nos propositions ont connu en fait aujourd'hui, bientôt, en tout cas on l'espère, une traduction législative. Elles auront un vecteur réglementaire, bien évidemment, mais elles sont aussi dans ce qu'on va appeler des guides de bonne pratique, parce qu'il est indispensable de travailler dans ce domaine-là de manière très pédagogique vis-à-vis des employeurs. Pourquoi ? Tu m'as parlé effectivement de la catégorie B et A. On s'est aperçu que les responsabilités qui incombent aujourd'hui aux secrétaires de mairie sont énormes. Elles sont polyvalentes, elles passent de l'état civil à l'urbanisme, elles passent de la comptabilité à la gestion diverses et variées, actions sociales et j'en passe. Et effectivement, on considère qu'aujourd'hui, un secrétaire de mairie ne peut être recruté que s'il est cadre A ou cadre B. Ça nécessite bien évidemment aussi une fiche de poste et une fiche de mission adaptée. Mais pour cela, aujourd'hui, le constat est fait que l'ensemble, en tout cas une grande majorité de nos secrétaires de mairie, ce sont des catégories C. Donc il faut prévoir un plan d'accompagnement, un plan effectivement de formation, un plan lié à la VE ou encore l'accompagnement par un examen professionnel pour que ces secrétaires de mairie actuellement en catégorie C puissent aller en catégorie B. Et ces éléments-là, aujourd'hui, se trouvent à la fois dans la PPL qui avait été présentée par les sénateurs et va se retrouver dans le projet de loi qui passera devant l'Assemblée nationale. On est extrêmement vigilants, on a encore fait un retour sur ce dossier-là il y a peu et nous regardons vraiment attentivement à ce que nos propositions y figurent. Il y a aussi la question du recours au contractuel. On le sait aujourd'hui, quand vous êtes maire d'une commune de moins de 1000 habitants, vous pouvez recruter par la voie contractuelle. On souhaite l'élargir pour les communes de moins de 2000 habitants parce que ça vous apporte de la souplesse. L'idée est de permettre effectivement cette facilité de recrutement aujourd'hui qui nous semble indispensable. Sur la partie rémunération, j'en ai parlé. Aujourd'hui, ce qui a été regretté et ce qui a été finalement complètement obéré des 2 propositions de loi devant le Sénat, c'est la question effectivement financière. Alors c'était aussi pour des règles réglementaires, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui on le sait, la question de l'attractivité, qu'elle soit générale d'ailleurs dans la fonction publique territoriale, elle passe par une rémunération, par un traitement indiciaire et par une prime, un régime indemnitaire adapté. Pour les secrétaires de mairie, ce que nous prenons au sein de l'Association des maires de France, c'est un statut d'emploi. Un statut qui permet en fait d'identifier, de rendre visible ce métier par déjà effectivement le catégoriser, mais aussi par des grilles indiciaires spécifiques qui permettent en fait une rémunération différenciée d'un cadre A ou B
qui n'exercerait pas les fonctions de secrétaire de mairie. Et ça permet aussi de le valoriser dans son parcours professionnel. C'est quelque chose que l'on porte, qui a encore des difficultés à être entendu. Ça ne figure pas au projet de loi. En tout cas, on sera très vigilant sur la partie rémunération qui en suivra, puisqu'on parle aussi d'accélérateur de carrière avec le cabinet du ministre, sur lesquels aujourd'hui on n'a pas tellement d'éléments probants sur le fait que ce dispositif soit pertinent. Après, sur la partie changement de dénomination, c'est un sujet, ce n'est ni l'alpha et l'oméga du dossier secrétaire de mairie. Effectivement, ce qui ressortait de nos discussions avec les différentes organisations syndicales, avec les rencontres en fait avec les secrétaires de mairie, c'était vraiment la terminologie secrétaire qui finalement ne reflétait pas l'ensemble des tâches, mais était vraiment orientée de manière administrative. Aujourd'hui, il en ressort qu'effectivement, c'est plutôt la terminologie secrétaire générale qui serait utilisée, et c'est celle qui figure dans le projet de loi. On reste mitigé et sceptique, mais voilà, on m'a dit un jour, il faut choisir ses combats. Sur les secrétaires de mairie, on ne fera pas le combat sur la dénomination, on fera des combats sur d'autres propositions qui nous tiennent beaucoup plus à cœur par rapport à la valorisation. Et puis, effectivement, d'un point de vue plus global, sur toutes ces mesures RH qui impactent nos budgets, qui nous impactent de manière voilà, ferme, qu'on apprend souvent par voie de presse. Je pense à l'augmentation des 3,5%, je pense à la prime pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il faut que les employeurs territoriaux puissent avoir un dialogue direct avec le gouvernement, certes, mais aussi avec les organisations syndicales. C'est un élément important pour nous. Et surtout qu'on puisse prendre en compte aussi deux éléments. La spécificité de la fonction publique territoriale qui n'est pas la fonction publique d'État. Nous n'avons pas les mêmes agents. Donc il faut vraiment pouvoir l'inclure dans les décisions qui nous touchent. Et surtout rappeler, et en tout cas c'est ce que l'AMF défend sur chaque mesure RH, c'est la libre administration des collectivités. Vous êtes chacun d'entre vous maître de votre politique RH dans vos collectivités, et c'est vraiment un sujet qu'on essaie de porter. C'est un sujet qu'on portera d'ailleurs sur la grande réforme dite APR, accès, parcours, rémunération, que porte le ministre Guérini, sur lequel nous allons avoir quelques points d'achoppement, quelques points de crispation, mais on saura être combatif. Merci. Merci Madame Fabre. Donc des améliorations en perspective, un projet de loi en cours à suivre de très près, si je retiens bien, et puis surtout la spécificité de la fonction publique territoriale, de cette fonction publique territoriale composée donc de femmes à plus de 90%, vous le soulignez à l'instant. Autre thématique, je me tourne vers Christophe Petit. Autre thématique qui nous semblait incontournable dans ce département, la question de la ruralité. Christophe Petit, vous êtes maire de Sainte-Féréole. L'Asta. Pardon, excusez-moi. Il a changé. Non, là, Absolument. monsieur le maire de Sainte-Féréole va m'arracher les yeux. Non. Donc, et vice-président de l'ADM 19, sur la question de la ruralité. Tout Vous à avez fait. la parole. Tout à fait, merci. Madame la secrétaire générale, donc c'est votre première visite en Corrèze, donc on se félicite de votre venue, mais vous n'avez pas pu mesurer encore en quelques heures, bien entendu, tous les atouts de notre beau département. Et effectivement, la ruralité est une de nos particularités, en fait, puisque nous avons la haute, la basse et la moyenne Corrèze. Voilà, ça, vous avez pu l'apprécier. Et alors, ma question, c'était très simple. Est-ce que l'AMF a vraiment conscience qu'il existe plusieurs ruralités et quelles actions l'AMF envisage-t-elle pour les communes rurales les plus isolées? Alors, déjà, j'aimerais rappeler, parce que c'est souvent un retour que j'ai quand je vais dans les départements dits ruraux, c'est le sentiment ou l'impression que l'Association des maires de France n'est pas aux côtés des communes rurales. Eh bien si, mesdames et messieurs, on est à vos côtés. C'est bien pour ça qu'effectivement, je suis aujourd'hui en Corrèze et j'en suis ravie, et je reviendrai. Oui, je reviendrai, parce que il faut s'imprégner de nos départements. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre France est belle et il faut savoir la découvrir justement dans ces détails qui en font toute sa bonté. Et je pense qu'il faut aussi rappeler que parmi nos 34 000 adhérents, la majorité sont des communes de moins de 3 500 habitants. Donc évidemment que les enjeux de la ruralité sont au cœur de nos préoccupations. Un des premiers engagements dans ce cadre-là, c'est tout le combat que l'on a mené pour maintenir et pérenniser le dispositif ZRR. C'est un dispositif qui vous est destiné,
pour les communes rurales. Aujourd'hui, il y a encore des éléments d'appréciation. Je pense notamment à l'annonce sur le maillage intercommunal. Vous le savez que nous, on voulait que ce soit une maille communale qui soit aujourd'hui au cœur du dispositif. On n'a pas été entendu. Pour autant, on a mis en place une quinzaine de propositions avec un groupe de travail idoine qui avait été au cœur de ce sujet. Et on a, je crois, à peu près 80% des éléments de ces propositions qui ont été prises en compte. Le seul regret qu'on a aussi sur le ZRR, qui est donc maintenu, c'est la question financière, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'éléments probants au sein du projet de loi de finances et on espère que ce sera noté. En fait, la spécificité de l'ensemble de nos départements, de l'ensemble de nos communes, c'est quelque chose que nous avons au cœur de l'ensemble de nos politiques publiques. On peut parler d'aménagement du territoire et on peut parler du ZAN. Là aussi, la question des aménités rurales, la question pour justement les communes qui aujourd'hui n'ont pas forcément une extension, ne construisent pas forcément parce qu'il n'y a pas forcément une population qui arrive et pas besoin d'une extension supplémentaire. Pour autant, nous avons mis en place, et c'est grâce aux propositions, au travail vraiment étroit avec le Sénat notamment, que nous avons pu faire en sorte qu'apparaisse dans le projet, désormais approuvé, la garantie d'1 hectare. Oui, ce n'est peut-être pas forcément suffisant, mais en tout cas, on est parti de rien et aujourd'hui, il y a cette garantie communale. Donc, vous dire qu'effectivement, je ne reviendrai pas sur la partie des secrétaires de mairie, on est aussi sur les questions des finances, je sais qu'on y reviendra aussi, mais sur la dotation de solidarité rurale, on y travaille aussi. Le fait qu'aujourd'hui, on puisse avoir une équivalence avec la dotation urbaine, c'est un travail que mène l'AMF. Sur la question des bourgs-centres, 7 communes sont identifiées. On combat pour ces 7 communes. Donc oui, je veux vous rassurer, l'Association des maires de France est aussi aux côtés des communes rurales, très clairement. On laissera peut-être à la fin des questions du public, si vous souhaitez échanger et intervenir ou témoigner dans le cadre de ces différentes thématiques. Alors, on retient effectivement ZRR, le fameux ZAN. On aura l'occasion d'en reparler durant les différents ateliers. Et cette notion d'aménité rurale qui est particulièrement présente à l'heure où on évoque ces sujets. Autre thématique incontournable lorsque l'on parle de gestion locale et d'accompagnement et de défense de l'échelon communal, c'est la thématique des finances. Finances, pour nous en parler, Laurence Dumas, vous êtes secrétaire générale de l'ADM 19, maire de Riac-Saint-Try. Votre intervention sur le sujet, votre question à Madame Fabre. Oui, tout à fait. Déjà, je voudrais dire qu'en tant qu'ancienne secrétaire de mairie, donc je me réjouis qu'on revienne sur le statut parce que c'est vrai que c'était indispensable pour nos communes et pour nos intercommunalités aussi. Moi, je vais vous parler donc de cette perte d'autonomie financière que nous avons, qui met à mal donc nos communes en ce moment, surtout avec la disparition de la taxe d'habitation. Donc, c'est vrai que les communes ont vu leur marge de manœuvre fiscale se réduire. Et le risque est en fait de faire peser sur la seule fiscalité, c'est-à-dire sur la taxe foncière. Donc aujourd'hui, je voulais savoir quelle était la position donc de l'AMF à ce sujet. Et par rapport à la nouvelle loi de finances, quelles sont donc les propositions que vous allez faire là-dessus? Alors effectivement, on parlait des agents, on peut parler d'argent aujourd'hui. Si nous n'avons ni l'un ni l'autre, il va être difficile de pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques pour lesquelles nous avons été élus. Parce que je parle aussi en tant que collègue avocaté, et c'est une vraie question. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le constat que vous faites tous sur vos budgets, c'est-à-dire comment aujourd'hui avoir un équilibre alors que nos dépenses de fonctionnement qui ont été fortement impactées par l'inflation, et je rappelle, l'inflation du maire, de ce qu'on appelle le panier du maire, ce n'est pas l'inflation du particulier, nous la subissons de manière plus forte et plus ferme. Donc cela, c'est aussi une conséquence importante. La hausse des coûts énergétiques que nous avons subis cette année, alors effectivement, qui semble s'amoindrir sur la partie électricité, mais qui met aussi en péril nos marchés. Enfin, il y aura plein de questions aussi à ce sujet-là. Face, vous l'avez souligné, à des recettes soit qui se raréfient, soit qui n'ont plus la même dynamique que nous avons pu connaître. Et aujourd'hui, dans le cadre, comme on le fait d'ailleurs chaque année dans le cadre du projet de loi de finances, nous continuons à proposer, à mettre en œuvre des solutions qui nous semblent les plus indispensables. La première, parce que je ne vais pas vous les lire, parce que je vous ai amené la note,
On m'a gentiment fait des notes. Pour vous souligner aussi le travail qui est fait à l'Association des maires de France. Donc, il y a, pour le projet de loi de finances, il y a plus de 20 pages de propositions. Alors, je ne suis pas une technicienne des finances publiques. Moi, ce que je veux, c'est que mon budget soit à l'équilibre. Mais vous voyez, en fait, tout le travail fait en amont pour pouvoir porter cette voie et pour pouvoir obtenir des solutions pour nos budgets. Sur la question de la fiscalité, effectivement, plusieurs choses. Aujourd'hui, la suppression de la taxe d'habitation fait qu'il n'y a plus que la taxe foncière qui pèse finalement que sur nos propriétaires, donc pas forcément sur l'ensemble de notre population. Donc déjà, on perd un lien avec nos habitants. C'est une première question en dehors de la question financière. On a aussi eu la suppression de la CVAE, compensée. Mais une fois de plus, quand on parle compensation, vous le savez, comme la taxe d'habitation, avec les coefficients qui vous permettent de savoir si vous en bénéficiez ou pas sur votre taxe foncière, eh bien, ils ne sont jamais à l'euro près. Ils sont soit à l'euro constant, soit beaucoup moins que ce que nous pouvions espérer. Nous n'avons plus, en fait, de dynamique à ce niveau-là. Et ce que nous prenons, nous, à l'Association des maires de France, c'est d'avoir, en fait, une réforme fiscale qui permette d'avoir une lisibilité fiscale et donc un impôt spécifique pour les collectivités. Il va falloir travailler d'arrache-pied pour avoir une vraie réforme fiscale que nous appelons de nos voeux depuis longtemps d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'éléments dans ce cadre-là. Et effectivement, il nous faut cette dynamique, ce lien avec les citoyens et cette recette qui en général représente entre 45 à 55% de nos recettes de fonctionnement et qui est aujourd'hui indispensable pour qu'ensuite nous puissions dégager en fait des capacités d'autofinancement pour investir parce que notre rôle premier, il est bien évidemment d'investir. Et puis on a aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout ce qui est dotation de l'État. Dotations qui sont devenues des schémas complexes, des schémas avec différentes répartitions aujourd'hui sur lesquels moi si vous me commencez à me poser des questions pour me demander comment la clé de répartition se fait, je suis incapable d'y répondre aujourd'hui. Tout ce que je vois et tout ce que vous voyez dans vos budgets, c'est que cette dotation et que ces dotations diminuent. Ce que nous souhaitons aujourd'hui pour justement redynamiser, c'est une indexation de la DGF vis-à-vis de l'inflation. Parce qu'il est intolérable que nous subissions la hausse des coûts et qu'en parallèle, nous ne puissions pas avoir les recettes pour pouvoir gérer au quotidien les problématiques de nos concitoyens. Et ça, c'est une demande que nous réitérerons. Nous l'avons déjà fait l'année dernière. Nous continuerons à la porter. Et je peux vous assurer que les vice-présidents en charge des finances sont extrêmement combatifs aussi à ce sujet. Donc oui, je le sais, nous le savons, la question de l'autonomie financière, de l'autonomie fiscale est au cœur du débat. On l'a dit l'année dernière lors de notre congrès, si nous n'avons pas les moyens d'agir, nous ne pourrons pas agir. Réforme fiscale, impôt spécifique, on devine qu'effectivement les prochains débats autour du projet de loi de finances qui va avoir lieu dans quelques semaines feront l'objet d'une attention toute particulière de la part de l'Association des maires de France. Autre thématique et sujet de préoccupation, de débat parfois sur le plan local, l'intercommunalité. On ne va pas revenir sur le contexte de la loi NOTRe, etc. Marc Géraudy, vous êtes vice-président de l'ADM 19 et maire de Seillac. Sur cette question de l'intercommunalité, quelles sont vos préoccupations et vos questions à l'égard de Madame Fabre? Oui, bien, Madame Fabre, bienvenue en Corrèze. Nous avons déjà eu des échanges fort intéressants sur l'intercommunalité hier soir. Les communes, depuis la loi NOTRe, les communes ont été dévalorisées en perdant notamment beaucoup de compétences. D'ailleurs, ça pose un problème au niveau de la libre administration de nos collectivités qui est inscrit dans la Constitution. Les communes, clairement, n'ont plus la main sur leurs compétences. Les compétences les plus évidentes pour être au plus près des usagers, de nos administrés. Donc le transfert des compétences des communes vers les intercommunalités se poursuit. Dans certains domaines, cela pose parfois des difficultés, eau, assainissement et j'en passe, notamment, donc ce que je disais, en termes de proximité vis-à-vis des usagers. Il existe un désaveu entre communes et interco. Comment le résoudre? Quelle est la position de l'ADM France sur ce sujet très épineux? En fait, la question de l'intercommunalité a été
enfin, vous posez le problème d'un manque de souplesse ou en tout cas d'un manque de liberté pour les maires. Et c'est vrai que sur la loi NOTRe, l'Association des maires de France a été très présente pour dénoncer en fait les effets pervers dans ce cadre-là. Mais pour autant, nous prenons aussi une mutualisation pertinente et adaptée. Donc aujourd'hui, ce qui est souhaité, c'est effectivement à la fois une clarification sur les compétences, faire en sorte qu'il y ait plus de pragmatisme, c'est-à-dire que les compétences ne soient plus obligatoires, mais bien transférées parce qu'il y a un intérêt, et remettre en fait au cœur du sujet de l'interco l'intérêt communautaire. Pourquoi on se réunit? Pourquoi on se regroupe? Économiquement, pour l'eau, pour d'autres questions, mais effectivement, c'est un vrai sujet aujourd'hui de pouvoir rappeler que le transfert des compétences ne doit pas se faire de manière automatique et d'avoir vraiment un cadre précis dans ce cadre-là. On souhaite aussi que finalement la place des maires soit clairement identifiée. Alors, il existe des schémas, il existe les conférences de maires, il existe des réunions de maires. La question de la gouvernance, en fait, est aussi au cœur des sujets entre la relation entre l'interco et les communes. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas... Alors, ça peut être aussi des difficultés d'individualité, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi des mariages forcés. Les schémas d'interco qui ont été faits, je dirais, à bout de volonté coercitive par la mise en place et par le regard des préfets à l'époque pour nous dire non, cette commune doit rentrer chez vous, pas chez vous, et pas forcément avec une vision finalement de bassin de vie ou d'éléments de mutualisation cohérents et pertinents. Effectivement, ça crée des tensions. Donc il faut vraiment, et en tout cas ce que prône l'AMF, c'est de la souplesse pour les compétences, plus de place pour les élus, mais derrière, il ne faut pas non plus redétricoter l'ensemble aujourd'hui organisationnel. Parce que réforme plus réforme plus réforme, vous le savez qu'à un moment donné, on ne sait plus qui fait quoi, et c'est aussi dans notre leitmotiv, c'est-à-dire la réforme, oui, pour améliorer ce qui ne va pas. C'est aussi notre objectif. Donc je sais que ça ne résoudra pas demain vos problèmes au quotidien, mais en tout cas, c'est je dirais, la doctrine que nous avons pour l'Association des maires de France. Vous avez parlé de l'eau et de l'assainissement. Je voudrais juste rappeler, ça revient sur la partie obligation sur les compétences. L'AMF a toujours dit qu'elle ne souhaitait pas le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement, que cela devait se faire en lien avec les communes, que ça devait se faire parce que c'était pertinent pour les investissements, que ça devait se faire parce que c'était pertinent par rapport à différents éléments de captage, etc., mais que ça ne devait pas être imposé. Aujourd'hui, dans les débats parlementaires, donc le passage du Sénat avait renversé la donne, le passage devant l'Assemblée nationale a remis ce caractère obligatoire. On est bien évidemment vigilant par rapport à ça. Et c'est pour cela qu'on essaye d'avoir une solution dite de repli, parce que je pense clairement par rapport au langage et au dialogue aujourd'hui du gouvernement, je pense notamment au ministre Béchu qui nous a encore rappelé à Vesoul que pourquoi compétence obligatoire? Parce qu'il considère effectivement que les intercos sont les mieux placés pour ce faire. Je n'en suis pas certaine, parce que la mutualisation, par exemple, avec des syndicats, elle est très clairement sur certains territoires assez efficace, et ça peut être aussi une solution. Mais aujourd'hui, vous dire qu'il n'y aura pas forcément de transfert obligatoire de la compétence eau, ce serait vous mentir, et ce n'est pas mon rôle. Donc non, nous ne le voulons pas, mais si elle est inscrite dans la loi, il va falloir qu'on trouve des solutions, et c'est ces solutions-là que nous proposons. L'intercommunalité, oui, donc je résume, mais à condition d'avoir, je cite vos propos, de la souplesse et de la stabilité. Je me tourne du côté du public. Est-ce que sur ces différents thèmes que l'on vient d'évoquer ensemble, secrétaire de mairie, ruralité, finances, intercommunalité, il y a des questions, réactions, témoignages? La première intervention est toujours la plus compliquée à formaliser. Ah, je vois une main qui se lève. Madame, au premier rang, on a un micro éventuellement pour madame? On vous apporte un micro. Donc vous présentez votre commune? Madame, elle est où? Juste au premier rang, à droite. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis la commune de Curmonte, petite commune de 220 habitants. Je voudrais témoigner donc justement par rapport au problème des secrétaires de mairie.
J'ai été moi-même secrétaire de mairie pendant 33 ans et je suis devenue maire là depuis 2020. Et ma secrétaire de mairie est tombée malade. Donc j'ai été pendant 4 mois et demi sans secrétaire de mairie. Donc ça va bien, j'ai été secrétaire de mairie, j'ai pu assumer tout ce que j'ai pu assumer en étant également maire et secrétaire de mairie. Mais on peut remarquer effectivement que dans ce cadre-là, eh bien, le maire est tout seul face à toutes les tâches qu'il a à accomplir. Et c'est extrêmement compliqué. Et c'est là qu'on voit effectivement le rôle de la secrétaire de mairie, qui remplit toutes les tâches de la vie quotidienne, qui est là pour soutenir le maire et qui est là pour l'aider également. Donc c'est vrai que j'insiste sur ce rôle de secrétaire de mairie qui est très important. Et j'ai pu observer effectivement qu'il n'y avait pas de secrétaire de mairie remplaçante pour pouvoir venir sur ma commune. Madame Fabre, ce témoignage. Oui, c'est un témoignage qu'on entend régulièrement. Je l'ai encore entendu à Digne il y a peu quand j'ai rencontré les secrétaires des mairies. Je l'ai rencontré dans tous les territoires ruraux où effectivement ce métier aujourd'hui est sur le devant de la table. Et c'est vrai que c'est un métier indispensable, je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire aussi, parce que quand on n'a pas pléthore de candidats, il faut aller les chercher. Et il y a un exemple assez intéressant qui est fait en Corrèze et qui est fait sur d'autres départements, c'est effectivement la filière universitaire. Donc il y a un DU, un diplôme universitaire qui a été créé sur ce département. Il y en a eu un aussi, je crois que c'est en Moselle ou en Meurthe-et-Moselle, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi des licences professionnelles qui sont créées et ça permet en fait de faire connaître ce métier parce que faut pas se leurrer, quand on est à l'école, quand on est étudiant, on se lève pas le matin en disant demain je vais être secrétaire de mairie. Mais ce qu'on constate, c'est que l'ensemble des secrétaires de mairie ne veulent pas quitter leur poste parce que c'est extrêmement intéressant et que c'est extrêmement enrichissant. Donc il faut qu'on le fasse connaître et ça passe aussi par une généralisation de ces diplômes. Donc c'était un élément qu'on ne pouvait pas traduire législativement parlant, mais du coup on a pu faire inscrire dans le cadre de la PPL et du projet de loi la mise en place d'un rapport qui permettra d'étudier en fait tous ces dispositifs innovants qui sont créés du territoire, parce que effectivement les maires et les élus savent faire preuve d'imagination et de créativité, et de pouvoir, là où ça n'existe pas encore, le mettre en place et le généraliser de cette manière-là. Voilà. Donc ça fait partie des dispositifs aussi, je voulais dire. Monsieur Chassagnard, je vous vois réagir. Ah pardon, je crois que c'était... Monsieur. Ah, voilà, très bien. Oui, je voudrais rebondir sur l'interco par rapport à une expérience, par rapport à un constat. Moi, j'estime que ce sont les élus qui doivent s'emparer des sujets. Ils doivent débattre, ils doivent choisir et décider du devenir de leur territoire. Et les solutions, elles ne doivent pas tomber du ciel. Enfin, elles ne tombent pas tout à fait du ciel, mais par des permanents et non par des élus de terrain. Je crois qu'on c'est la proximité, je crois que tu l'as bien dit tout à l'heure, Muriel, nous sommes sur les terrains, nous constatons des choses, nous constatons des défauts, des manques, etc. Et je pense qu'on doit avoir une autre écoute au niveau des intercos et de permettre l'évolution. C'est pas d'apparaître, c'est rendre service à l'ensemble des personnes qui vivent sur nos territoires. Et c'est une démarche qui est positive, à mon sens, pour l'ensemble du territoire et du bassin de vie. Et je crois que dès l'instant où des personnes auront compris cela, l'interco sera ressenti d'une façon différente. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi une question parfois d'individualité. Mais il faut aussi pour cela, quand il y a des crispations ou des tensions, comme on peut l'avoir aussi dans un conseil municipal. Vous êtes aussi bien placé. Je sais qu'on a évoqué hier la question aussi du scrutin uninominal qui peut aussi être en question aujourd'hui. C'est comment faire face quand il y a des situations de blocage. Et c'est tout l'intérêt en fait de développer des outils de gouvernance qui puissent très clairement replacer aujourd'hui le maire. Le maire, c'est une fonction admirable, c'est une fonction à plein temps, c'est une fonction qui mérite le respect, comme l'a dit le préfet tout à l'heure. C'est aujourd'hui au cœur aussi des préoccupations de l'Association des maires de France, remettre le statut de l'élu avec toute la responsabilité qui est la sienne aujourd'hui. Et cette question des institutions, cette question aussi du nombre de conseillers communautaires, du nombre de conseillers municipaux,
est une question que l'on se pose, est une question sur laquelle on s'interroge. Et d'ailleurs, vous avez normalement tous dû recevoir en tant que maire et adjoint un petit questionnaire de l'Association des maires de France. Et je vous invite vraiment, je sais que c'est du temps, et qu'on vous questionne souvent sur beaucoup de sujets. Mais toutes ces remontées-là, c'est 20 minutes. Je l'ai fait, top chrono, c'est 20 minutes. Toutes ces remontées-là, en fait, nous servent pour appuyer, parce que nous avons besoin d'éléments concrets pour pouvoir appuyer auprès du gouvernement. Vous le savez, le président, le vice-président, le premier vice-président le disent souvent, on est souvent écouté, mais pas assez entendu. Donc, plus on aura d'éléments qui nous alimentent, plus on espérera, bien évidemment, être entendu. Sur la question des modes de scrutin, il y a déjà une position AMF ou pas encore? On parle éventuellement de modifier le seuil. Alors, il y a un groupe de travail, il y a des groupes de travail qui ont fait des propositions, mais aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est vraiment voir si nos propositions sont vraiment en corrélation avec l'ensemble des élus que nous représentons. C'est pour ça qu'on a fait un questionnaire, alors un peu orienté sur certaines questions, bien évidemment, puisque ça émane de nos propositions et du travail qui a été fait, mais de se dire, est-ce que ces propositions que nous portons, elles sont vraiment pertinentes et adaptées sur le terrain? Voilà. Géraudy. Monsieur Géraudy. Juste un petit mot par rapport au secrétaire de mairie. Effectivement, le centre de gestion de la Corrèze organise des formations, mais c'est compliqué en tant que vice-président du centre de gestion de la Corrèze. C'est compliqué de recruter des candidats. C'est vrai aussi que le centre de gestion a mis en place avec la Haute-Vienne, je crois, un cursus universitaire qui déboucherait sur une classification des candidats en catégorie B. Et je pense que cette valorisation de la fonction est très importante. Car aujourd'hui, avoir des secrétaires de mairie qui sont classifiés en catégorie C, ça pose vraiment un problème parce que vraiment le travail est difficile, le travail est indispensable aux communes et il n'est pas suffisamment valorisé financièrement, mais valorisé aussi en tant que fonctionnaire de collectivité. Voilà. Deux mots pour rebondir sur les propos. Alors, sur la traduction législative, le plan de requalification, la formation diplômante pour justement permettre aux secrétaires de mairie de passer en catégorie B est bien inscrite. Donc aujourd'hui, il faut que les parlementaires la votent. C'est important de le rappeler aussi. Et sur la question du remplacement, et effectivement, je rebondis aussi sur vos propos. C'est vrai qu'il avait été constaté que ce soit des questions de formation, de congés diverses et variés, le remplacement du ou de la secrétaire de mairie est extrêmement difficile puisque c'est parfois l'agent unique. Et il existe des services de remplacement au niveau des centres de gestion. Et ce que souhaite l'AMF et ce qu'a porté l'AMF, c'est une compétence obligatoire, c'est-à-dire de faire en sorte que l'ensemble des centres de gestion sur notre territoire aient un service de remplacement avec effectivement ce qu'on va appeler les secrétaires de mairie volants ou volantes, qui fonctionnent dans certains territoires, je pense notamment à la Bretagne, je crois que c'est les Côtes d'Armor, qui est un exemple assez positif sur ce service de remplacement. D'autres, je pense aux Alpes de Haute-Provence, où c'est plus difficile parce qu'en fait, quand ils font remplacer les secrétaires de mairie, c'est les maires qui les piquent. Donc du coup, ils sont obligés de re-recruter. Mais je pense qu'avec l'ensemble des propositions, justement cette visibilité beaucoup plus large, le fait qu'on ait à un moment donné plus de candidatures aussi, parce qu'on parlera aussi positivement des secrétaires de mairie, fera que nous pourrons avoir des services de remplacement obligatoires et des secrétaires de mairie en poste qui pourront se former et qui pourront travailler en toute sérénité. Merci. Du côté du public, d'autres questions ou interventions? Monsieur au premier rang, on vous apporte un micro. Merci beaucoup. Oui, merci Philippe Vidot, maire d'Obja. Moi j'ai une question justement sur les secrétaires de mairie. Il y a un problème au niveau de la formation, ça vient d'être dit par mes collègues. Et est-ce que vous avez, vous l'AMF, des possibilités de faire bouger les lignes au niveau du CN, je ne sais pas comment ça s'appelle? CNFPT. Alors ça c'est un organisme qui est complètement inerte, qui ne bouge pas. Souvent, on a des secrétaires de mairie qui demandent des formations. Et je dirais, dans 99% des cas, alors je suis peut-être mal tombé, mais les formations ne se font pas. Donc là aussi, c'est un handicap. Et là, je vois le président du centre de gestion de la Corrèze qui est là, je pense qu'il pourrait aussi en dire un mot.
Là, madame, je pense que c'est un vrai problème. Donc, je ne sais pas quelles peuvent être les démarches, mais je crois que là, il faut faire bouger les lignes. Alors, je ferai remonter la difficulté de la Corrèze pour former ses secrétaires de mairie, parce que je travaille en lien étroit avec le CNFPT, bien évidemment, sur ces sujets. La formation, en fait, il y a plusieurs temps. Hein. On en a parlé là. Il y a la formation, finalement, avant prise de poste, hein, donc tout ce qui sera lié au cursus universitaire. On a sollicité, ça fait partie aussi des propositions qui ont été prises de manière législative, une formation de prise de poste, parce que on ne s'improvise pas secrétaire de mairie. Et ensuite, effectivement, ce que vous dites, toute la partie formation tout au long de sa carrière. Il faut savoir qu'il y a un cursus identifié en tant que tel, un secrétaire de mairie, et surtout aujourd'hui, à l'ère du numérique, et nous l'avons tous connu avec la crise Covid, nous avons développé le numérique et les outils de visioconférence. Et il existe aujourd'hui des webinaires organisés par le CNFPT. Il y a eu 2 journées spécifiques consacrées aux secrétaires de mairie sur lesquelles il y a eu un peu plus de 200 secrétaires de mairie connectés en même temps, justement pour leur apporter aussi tout cet échange de bonnes pratiques, d'éléments aussi de formation, etc., etc. Nous travaillons aussi, l'Association des maires de France et le CNFPT, à l'élaboration d'un guide qui retracera sur les différentes compétences nécessaires, sur les différentes thématiques, je pense à l'urbanisme, je pense à l'état civil, différents éléments de connaissances, mais aussi qui renverra sur des liens liés à des formations spécifiques qui seront mises en place par le CNFPT. Donc tout cela, c'est dans les tuyaux. Je voyais une demande d'intervention au premier rang. Monsieur, vous avez un micro? Oui, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Lasserre, donc président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Donc j'écoutais mon collègue Philippe Vidot. Donc le problème, madame, n'est pas simplement celui de la Corrèze. Je siège au national à la FNCDG. Ce problème du recrutement des secrétaires de mairie, il est national. Alors ça a été dit par Roger Chassagnard tout à l'heure. Le problème est lié au salaire, 1 230 € net pour la catégorie C en embauche. Quand on nomme sur 2 petites communes qui sont séparées d'une quinzaine de kilomètres, avec le coût du carburant, jugez de la difficulté de choisir ce poste-là. Sur les formations, je ne voudrais pas déflorer le sujet pour demain, mais sur les formations, nous avons l'impression, et nous avons même la certitude, qu'il n'y a pas de formation unique, puisque chacun se débrouille dans sa chacunière. Moi, j'échange avec des présidents de centres de gestion du Cantal, de l'Eure, d'Alsace, etc., et ils me disent tous que chacun se débrouille. Nous, par exemple, nous avons fabriqué, avec l'Université de Limoges, un diplôme sur mesure qui permette donc un large éventail sur cette formation pour répondre donc au cadre de secrétaire de mairie. Donc ce diplôme universitaire est créé et nous avons énormément de difficultés pour trouver des candidates et des candidats, et en particulier avec Pôle emploi. Pôle emploi qui ne répond absolument pas à sa mission essentielle, c'est-à-dire trouver du travail pour les gens. On a l'impression, et quand je dis l'impression, quelquefois ça frise la certitude, que Pôle emploi entretient les gens dans l'assurance, finalement, chômage. Donc ça, c'est très fâcheux, et je crois qu'il y a un manque d'information, un manque de volonté, et nous avons rencontré cette année en particulier de grosses difficultés pour que Pôle emploi nous trouve 15 personnes niveau bac, auxquelles donc on donne une formation clé en main, et dans 92% des cas, ces gens trouvent un travail dans la fonction publique territoriale. Donc, il y a des questions qu'on se pose sur les efficacités souhaitées des institutions d'État. Muriel Fabre, ses propos. Oui, alors je ne parlais pas de la problématique générale des secrétaires de mairie, parce que je pense que vous n'avez pas entendu mes premières réponses sur les propositions portées par l'AMF et le travail qui est actuellement fait. Je parlais de la question de la formation et de l'accès à la formation des secrétaires de mairie de Corrèze. C'est pour ça que je parlais, mais évidemment que le sujet des secrétaires de mairie est national, sinon les employeurs territoriaux que nous sommes, on ne s'en serait pas saisis de cette manière-là aussi ferme et aussi forte, et qu'on n'aurait pas proposé aujourd'hui un véritable statut d'emploi, des éléments probants en matière de formation, des éléments probants en matière de mobilité et des éléments probants en matière
d'ailleurs de parcours professionnel. Sur la question plus particulière, centre des gestions, et pour connaître Michel Hériard, que je rencontre très régulièrement sur ce sujet et qui rencontre également le président du CNFPT, je peux vous dire que l'on travaille main dans la main, on construit aussi ensemble des choses, puisque les centres de gestion, on le sait, ce sont des opérateurs de terrain en proximité pour les communes rurales en matière RH. Et j'ai cité d'ailleurs tout à l'heure en exemple le travail qui a été fait sur le diplôme universitaire, qui fait partie aussi de nos débats avec le cabinet du ministre pour que ce soit généralisé. Parce que comme je le dis, à un moment donné, nous avons des initiatives territoriales qu'il faut globaliser pour répondre de manière plus macro, si vous me permettez l'expression, à cette difficulté qui est la vôtre en Corrèze, mais qui est la vôtre, qui est celle de beaucoup de communes rurales, d'ailleurs de 29 602 communes, si je ne dis pas de bêtises, qui aujourd'hui emploient des secrétaires de mairie. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, ce sujet est au cœur de nos préoccupations et ce sujet est au cœur de ma préoccupation, en particulier avec ma casquette FPT et vice-présidente de cette commission. Voilà. Une préoccupation, on le voit, largement partagée sur le territoire. J'ai vu 2 mains se lever dans le public pour 2 interventions. On a encore un tout petit peu de temps. Au premier rang, monsieur, on vous apporte un micro. Et monsieur après. Frédéric Biver, je suis le maire de la commune de Ligignac, en Haute-Corrèze. Nous n'avons pas de problème de secrétaire de mairie sur notre commune, mais par contre, c'est peut-être une vision de ce que je vois avec mes collègues. Aujourd'hui, la secrétaire de mairie dans les petites communes, très petites, de 200, 300 habitants, vont avoir des fonctions effectivement de toute la tâche administrative, donc des dames qui sont là depuis plus de 30 ans, vont s'occuper de tout ça, mais s'occuper également de la partie école, parce qu'il y a une petite classe, s'occuper de la petite agence postale, qui peut y avoir aussi dans la petite commune, etc. L'ensemble de ces choses, toutes ces tâches donnent effectivement à la personne un travail, comme vous le disiez, enrichissant pour ces dames, mais c'est souvent rémunéré avec des primes, et un panel de primes qui sont à disposition, voilà, et qui ne sont pas assujettis à la retraite. Est-ce qu'il n'y a pas une solution, quelque chose à mettre en place pour donner le goût à la nouvelle génération de secrétaires de mairie qu'on pourrait avoir, de rentrer à la fonction publique et puis voilà, de faire tout ça pour une retraite qui soit un peu plus valable par rapport aux gens qui travaillent aujourd'hui. Donner goût à la territoriale. Oui, redonner du sens aussi. Du sens aussi. Du sens au service public pour effectivement conserver toutes ces belles personnes qui travaillent avec nous au quotidien. Sur la question aujourd'hui de la rémunération, il y a 2 points. Il y a évidemment le point des secrétaires de mairie, mais c'est un point plus global aussi parce qu'on le sait, dans la fonction publique territoriale, nous avons aujourd'hui une majorité de catégorie C et la question de la rémunération est au cœur de ce qu'on appelle l'attractivité. Ça fait partie du rapport de Philippe Laurent qui avait été fait il y a 2 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un vrai sujet. La rémunération, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on passe par le régime indemnitaire pour réévaluer parce qu'on manque de dynamisme sur les grilles indiciaires. On a des revalorisations de l'indice par à coup qui tombent toujours mal dans nos budgets puisque ça tombe au mois de juillet alors qu'on a déjà fait nos budgets, etc., etc., etc. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est une visibilité et une lisibilité sur la rémunération, c'est-à-dire d'avoir un agenda social avec le ministre pour que l'on puisse en discuter ensemble. Sur la question des secrétaires de mairie, nous souhaitons, et quand je dis nous, c'est l'Association des maires de France, mais c'est aussi une position du syndicat national des DGCT, qui la partage avec nous, c'est la création de ce que je disais tout à l'heure d'un statut d'emploi. Vraiment considérer que nous sommes dans un statut dit d'expert, à l'instar de ce qu'on peut avoir comme les DGS, mais qui ne serait pas un emploi fonctionnel, et qui permettrait en fait d'avoir des grilles indiciaires spécifiques, donc plus hautes. Ce qui veut dire que quand vous êtes sur cette grille-là, vous avez une possibilité aussi d'évoluer et d'avancer différencié, voilà, et avec un niveau d'indice supérieur. Ce n'est pas entendu aujourd'hui. Donc ça ne fait pas partie des articles qui sont les 9 articles du projet de loi. Il y avait un accélérateur de carrière qui avait été inscrit dans la PPL, qui avait été rejeté au motif que c'était une mesure financière et que ça ne pouvait pas paraître d'un point de vue réglementaire dans la PPL. Mais on va faire en sorte qu'effectivement, il puisse y avoir cette question de rémunération, cette question financière au cœur du sujet, parce que sinon, on aura fait le travail qu'à moitié, très clairement. Une dernière question peut-être, monsieur, vous aviez levé le doigt. Au premier rang, on vous apporte un micro également.
Merci, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. C'est un peu de la petite cuisine dont je vais vous parler, mais vous êtes aussi venus pour écouter nos questions très techniques. Celle que je vais poser concerne environ une dizaine ou a concerné une dizaine de mairies en Corrèze. C'est un dispositif assez étrange que voici. Lorsque un employé, une personne appartenant à la fonction publique territoriale, donc titulaire, démissionne, ce qui arrive et qu'on accepte la démission, cette personne derrière prend un emploi de droit privé, un CDD, juste pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, cela déclenche des droits ARE, donc allocation de retour à l'emploi. Et malheureusement, dans le dispositif actuel, c'est la collectivité de départ, en quelque sorte, qui avait employé cette personne pendant plus de 20 ans, qui est obligée de verser cette ARE. Comme la personne était titulaire de la fonction publique territoriale, aucune cotisation n'a été versée par la mairie précédemment, et donc la mairie doit financer sur ses fonds propres cette allocation de retour à l'emploi. J'ai beau me tourner un peu dans tous les sens comme un beau diable, j'ai l'aide du centre de gestion que je remercie encore, et également de l'AMF et de son secrétaire général. Apparemment, actuellement, le dispositif est tel que c'est incontournable. La question donc que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir un aménagement des dispositifs de la fonction publique territoriale qui dirait en quelque sorte que puisque la personne a bénéficié de la garantie de l'emploi comme titulaire pendant plus de 20 ans et que c'est de son fait qu'elle a quitté la fonction publique territoriale, alors on ne se retourne pas contre la mairie qui a garanti cette personne, qui l'a occupée pendant 20 ans, qui lui a fait organiser des formations, etc., et qui d'un seul coup voit la personne partir et qui revenir en demandant pendant 3 ans, voire même plus. Et je rejoins également les propos de notre président, Monsieur Lasserre, quand il venait de dire qu'au niveau de Pôle emploi, on est censé vérifier que cette personne fait effectivement une recherche d'emploi. On a proposé, le centre de gestion a proposé à cette personne de trouver des emplois de secrétaire de mairie précisément, puisqu'elle faisait très bien son travail jusqu'à présent, elle connaissait le métier à cœur. Elle a dit non, je ne veux pas. La même personne aurait pu reprendre son emploi dans le privé. Non, je ne veux pas. Pôle emploi laisse passer et nous demande de payer. Voilà. C'est un sujet qui m'a été transmis. Votre sujet, effectivement, sur la question du financement, enfin du reversement des ARE. Aujourd'hui, effectivement, juridiquement et réglementairement, il n'existe pas de solution parce qu'il faut le savoir. Et vous faites partie de ces mairies qui le découvrent malheureusement quand la situation se pose. C'est que soit il y a un système d'auto-assurance de la collectivité, soit il y a une assurance qui est prise en compte et qui, du coup, prendrait en charge les ARE. Mais encore faut-il le savoir et avoir pris cette assurance. Mais effectivement, quand un agent quitte une collectivité sur des démissions, là, en l'espèce, parce qu'il a repris un autre poste ou pour d'autres raisons, a droit à des allocations chômage et ça impacte fortement les budgets locaux. Et je pense qu'il y a matière aujourd'hui à réfléchir sur cette prise en compte. Au niveau de l'Association des maires de France, on essaie de travailler plus globalement sur la question de l'assurance chômage, justement, comment imaginer peut-être soit des systèmes de solidarité, soit d'autres systèmes, mais en tout cas trouver des solutions pour que ça ne soit pas en fait, que ça ne vienne pas ex abrupto comme ça, parce que Pôle emploi vous dit, ben non, oui, il a été employé 6 mois, mais ça fait 12 ans qu'il est chez vous, donc forcément vous êtes l'employeur principal. Donc c'est vous qui devez payer. Sur les diligences derrière, là aussi, hein, c'est extrêmement rageant, notamment pour les communes rurales, hein, parce que vous n'avez pas de service RH dédié. Mais c'est effectivement à l'employeur de faire vérifier auprès de l'agent qu'il a fait toutes les diligences pour trouver un emploi. Et Dieu sait que c'est de la perte de temps, et Dieu sait que c'est de la paperasserie, et Dieu sait qu'effectivement, il faudrait plutôt qu'on ait des éléments efficaces pour ce faire. On peut aussi se retourner, je pense notamment au calcul des ARE, parce que je pense que ça fait partie aussi des compétences, mais là aussi, voilà, sans que ce soit une critique, mais c'est un constat, ce sont des éléments financiers, puisque du coup, c'est un coût aussi pour vous, parce que vous allez payer cette prestation aussi, et donc, là, il y a matière à réflexion. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous donner une bonne nouvelle, malheureusement, mais prendre en compte cette situation pour améliorer les choses, oui, bien évidemment, on sera là. Juste une précision, et désolé de reprendre la parole. Dans ce que vous avez dit, il y a quand même un point qui est faux, c'est que le contrôle de la recherche effective d'emploi n'appartient pas à l'employeur, il appartient à Pôle emploi, et on n'a pas du tout la main là-dessus.
bah, normalement, vous êtes en capacité de pouvoir leur dire qu'ils doivent le faire. Hein. Vous restez employeur. C'est vous qui payez, qui paye décide. Hein. Non mais... Non, il faut vraiment... alors, j'ai bien compris que Pôle emploi, sur le département, il y avait d'autres difficultés, mais vous avez le droit de les solliciter pour qu'ils fassent toutes les diligences nécessaires. Ça a été fait ailleurs. Si je parle avec une autre casquette, je l'ai mis en place aussi, donc vous avez tout à fait l'attitude pour le faire, puisqu'évidemment, c'est vous qui payez. Un sujet effectivement complexe, on le devine, n'est pas simplement dans le département de la Corrèze, semble-t-il. Y a-t-il d'autres questions ou interventions ? Madame la secrétaire générale, voyez-vous un autre point d'actualité de l'Association des maires de France à nous faire partager ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, on est face à des défis et des enjeux nombreux. Donc, simplement peut-être rappeler notre prochain congrès des maires au mois de novembre, parce que c'est un temps aussi d'échange important et c'est un temps où on peut avoir aussi ces éléments-là, parce qu'il y a des points d'information spécifiques qui vous sont dédiés. Je vous l'ai dit, on l'a rappelé, l'Association des maires de France, c'est aussi un appui, un accompagnement technique. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour cela. Et simplement dire que j'ai été ravie de ce court séjour corrézien, parce que il démontre une fois de plus la richesse de notre territoire, la richesse des départements, l'innovation que vous avez entre vos mains et que vous êtes évidemment exceptionnel. On ne le dit pas assez. Les élus locaux sont la force aujourd'hui de vie de notre territoire. Il faut le rappeler. Vous le travaillez en proximité, vous gérez l'urgence, vous gérez les crises. Vous êtes là 24 heures sur 24. Donc bravo à vous avant tout. Bravo à vous, surtout merci beaucoup Madame Fabre. Merci à toutes et à tous. Monsieur Chassagnard, Monsieur Petit, Madame Dumas, Marc Géraudy. Donc on l'a compris, une rentrée chargée pour l'AMF et l'occasion de faire remonter ces fameux questionnaires au sein de l'Association des maires de France sans tarder. Merci encore à toutes et à tous, à bientôt.